En l'an 9 après Jésus-Christ, Rome règne sur le monde connu. Depuis Auguste, le premier empereur, l'Empire s'étend de l'Hispanie jusqu'aux confins de l'Orient, de la Bretagne jusqu'au désert d'Afrique. Les légions romaines ont conquis des dizaines de peuples, écrasé des armées entières, bâti des routes et des forteresses sur tous les territoires conquis. Personne ne peut leur résister. Leur discipline est légendaire, leur organisation militaire sans égale, leur efficacité redoutable. Auguste a transformé l'armée après les guerres civiles. Il a réduit le nombre de légions de 60 à 28, ne conservant que les meilleures unités. Ces légions sont désormais professionnelles, permanentes, composées de soldats de métier qui servent pendant 25 ans. Chaque légion compte environ 5 000 à 6 000 hommes, divisés en 10 cohortes. La première cohorte regroupe l'élite avec plus de 800 légionnaires. Les 9 autres contiennent chacune environ 480 hommes répartis en 6 centuries de 80 soldats. À cela s'ajoutent les auxiliaires, des troupes non romaines qui renforcent l'armée avec leur cavalerie et leurs fantassins légers. L'équipement du légionnaire romain en fait un combattant redoutable. Le casque protège la tête et la nuque, la cuirasse segmentée couvre le torse, le bouclier rectangulaire offre une défense impressionnante. Pour l'attaque, chaque soldat porte 2 javelots lourds appelés pilas et une épée courte, le gladius, parfaite pour les combats rapprochés. Les légionnaires s'entraînent sans relâche, marchent en formation serrée, obéissent aux ordres avec une précision mécanique. Face à eux, les armées barbares s'effondrent généralement après quelques heures de combat. Mais la Germanie résiste. Cette terre immense au-delà du Rhin refuse de se soumettre totalement. Les forêts y sont si denses que le soleil n'atteint pas le sol. Les marécages s'étendent sur des kilomètres. Les tribus germaniques qui peuplent ces territoires sont farouches, habituées au froid et aux privations. Elles se battent avec une rage sauvage qui impressionne même les Romains. Auguste veut pourtant conquérir la Germanie jusqu'à l'Elbe. Ce fleuve deviendrait alors la nouvelle frontière orientale de l'Empire, offrant une limite naturelle facile à défendre. Pour y parvenir, il a envoyé ses meilleurs généraux. Drusus d'abord, son beau-fils, qui a mené des campagnes brillantes de 12 à 9 avant Jésus-Christ. Drusus a construit des forts, établi des camps, repoussé les tribus hostiles, mais il est mort accidentellement en 9 avant notre ère. Tibère a pris le relais. Ce général méthodique et prudent a poursuivi la conquête avec efficacité. Il a vaincu les Chérusques en l'an 4, réprimé leur révolte, établi la domination romaine. En apparence, la Germanie semble pacifiée. Les tribus acceptent l'autorité de Rome, paient des tribus, fournissent des soldats auxiliaires. Des routes traversent maintenant les forêts, des forts gardent les points stratégiques. La province semble prête à devenir une partie intégrante de l'Empire. En l'an 7 après Jésus-Christ, Auguste nomme Publius Quinctilius Varus comme gouverneur de Germanie. Ce choix va se révéler catastrophique. Varus a environ 53 ans. Il est né vers 46 avant notre ère dans une famille respectable, mais pas particulièrement illustre. Son père, Sextus Quinctilius Varus, était un questeur républicain qui s'est suicidé après la bataille de Philippe en 42 avant Jésus-Christ, préférant la mort à la défaite. Mais Varus a bien réussi dans sa carrière. Il a épousé Vipsania Marcella, la fille d'Agrippa, le grand ami et général d'Auguste. Ce mariage l'a rapproché du cercle impérial. Il a occupé le poste de gouverneur en Afrique, puis en Syrie. Là-bas, il s'est enrichi considérablement. Les sources anciennes l'accusent d'avoir été corrompu, avide d'argent, trop gourmand dans sa collecte d'impôts. Un dicton de l'époque affirmait qu'il était entré pauvre dans une province riche et sorti riche d'une province pauvre. Pourtant, Auguste lui confie la Germanie. L'empereur pense sans doute que l'expérience administrative de Varus sera utile pour transformer cette région en province pacifiée. La Syrie était tumultueuse, pleine de tensions religieuses et politiques. Si Varus a réussi là-bas, pourquoi échouerait-il en Germanie? Mais l'empereur se trompe lourdement. La Syrie était une province ancienne avec des villes, une administration établie, des populations habituées à payer des impôts depuis des siècles. La Germanie est complètement différente. Varus arrive avec ses méthodes syriennes. Il veut imposer le droit romain, collecter des taxes, établir une bureaucratie.
Il traite la Germanie comme si elle était déjà une province conquise depuis longtemps. Il rend la justice selon les lois romaines, ordonne la construction de routes et de bâtiments, exige des tributs réguliers. Les Germains détestent ces pratiques. Ils voient dans ces mesures une insulte à leur liberté, à leurs traditions ancestrales. Les historiens romains décrivent Varus comme un homme plutôt mou, sans grande expérience militaire. Velleius Paterculus, qui était contemporain des événements, critique sévèrement son imprévoyance, son apathie, son manque de discernement. Varus a servi dans l'armée, certes, mais jamais comme commandant sur le terrain. Il n'a jamais mené de bataille majeure, jamais affronté d'ennemis redoutables dans un combat à mort. C'est un administrateur, pas un guerrier. À l'été 9, Varus commande 3 légions complètes, la 17e, la 18e et la 19e. Ces légions ont été levées par Octave, le futur Auguste, après la bataille de Philippe en 42 avant Jésus-Christ. Elles ont participé à diverses campagnes, notamment à la grande révolte illyrienne qui a duré 3 ans de 6 à 9 après notre ère. Ces soldats sont expérimentés, endurcis, habitués aux longues marches et aux combats difficiles. Avec ces 3 légions, Varus dispose aussi de 3 ailes de cavalerie et 6 cohortes d'auxiliaires. Au total, environ 20 000 à 25 000 hommes sont sous ses ordres. L'armée est basée près de Minden, sur la Weser, dans des camps d'été. Varus y passe la belle saison, rendant la justice, recevant les délégations des tribus, supervisant l'administration. Il se sent en sécurité. Après tout, la Germanie semble calme. Les chefs germaniques viennent le voir régulièrement, lui apportent des présents, affirment leur loyauté. Parmi eux se trouve un jeune homme d'environ 25 ans qui jouit de toute la confiance du gouverneur romain. Caius Julius Arminius est né vers 17 avant Jésus-Christ chez les Chérusques, une puissante tribu germanique installée sur les rives de la Weser. Son père, Ségimerus, est un chef respecté, un allié de Rome depuis des années. Quand Arminius est encore enfant, les Romains l'emmènent à Rome selon une pratique courante. Rome prend souvent les fils des chefs alliés pour les éduquer dans la capitale, les transformant ainsi en otages, garantissant la loyauté de leur famille. À Rome, Arminius reçoit une éducation romaine complète. Il apprend le latin, étudie l'histoire et la tactique militaire, s'entraîne avec les jeunes Romains. Il devient citoyen romain et accède au rang équestre, un statut social élevé. Il sert dans l'armée romaine avec distinction, participe à la répression de la grande révolte illyrienne. Ses supérieurs le louent pour son courage et ses compétences. Il semble être le parfait exemple d'un barbare civilisé par Rome. Puis Arminius retourne en Germanie comme commandant d'une unité auxiliaire chérusque dans l'armée de Varus. Le gouverneur l'apprécie énormément. Comment pourrait-il se méfier de ce jeune homme éduqué à Rome, citoyen romain, chevalier, officier loyal? Arminius mange à la table de Varus, participe au conseil, donne des avis sur la situation locale. Varus le considère comme un ami. Mais Arminius joue un double jeu. Sous son masque de loyauté romaine se cache un Germain qui n'a jamais oublié ses origines. Il déteste la domination romaine, méprise l'arrogance des conquérants, brûle de libérer son peuple. Son éducation romaine lui a appris comment fonctionne l'armée de Rome, quelles sont ses forces et surtout ses faiblesses. Il connaît les tactiques légionnaires, sait comment les Romains réagissent face aux dangers, comprend leur mentalité militaire. Secrètement, Arminius noue des alliances. Il contacte d'autres tribus germaniques, les convainc de s'unir contre Rome. C'est un exploit remarquable. Les Germains se battent constamment entre eux, divisés par des querelles territoriales et des vendettas familiales. Mais Arminius parvient à fédérer les Chérusques, les Mars, les Chattes, les Bructères et d'autres tribus. Il leur promet la liberté, la fin des tribus, l'expulsion des Romains. Son plan est audacieux. Attirer l'armée de Varus dans un piège mortel. Un seul homme essaie d'alerter Varus. Ce geste, un chef chérusque, reste fidèle à Rome. Il se méfie d'Arminius depuis longtemps. Les deux hommes ont aussi une rivalité personnelle car Arminius a enlevé Thusnelda, la fille de Segeste, pour en faire sa femme contre la volonté de son père. Segeste vient voir Varus et lui révèle qu'une conspiration se trame, qu'Arminius prépare une trahison, que les légions courent un danger mortel. Varus refuse de le croire. Comment ce jeune homme qu'il a élevé,
qui a servi Rome avec honneur, qui partage ses repas, pourrait-il être un traître? Ce geste doit mentir, soit par jalousie personnelle, soit pour discréditer un rival. Varus écarte les avertissements, ne prend aucune mesure de précaution. Cette erreur va lui coûter sa vie et celle de ses légions. Septembre arrive, la saison des campagnes militaires touche à sa fin. Varus doit ramener son armée vers les quartiers d'hiver sur le Rhin, dans les camps permanents où les légions passeront les mois froids. Il commence à préparer le départ. Les soldats démontent les camps d'été, rassemblent l'équipement, chargent les chariots de provisions. C'est alors qu'Arminius vient voir Varus avec une nouvelle alarmante. « Une tribu voisine s'est révoltée, » dit-il. « Des Germains attaquent des convois romains, menacent un fort, tuent des soldats isolés. Il faut intervenir rapidement pour étouffer cette rébellion avant qu'elle ne s'étende. » Arminius propose un itinéraire pour se rendre sur place, un raccourci qui traverse la forêt de Teutobourg, permettant d'arriver plus vite et de surprendre les rebelles. Varus accepte sans hésiter. Il fait entièrement confiance à Arminius. De plus, réprimer une rébellion fait partie de ses fonctions. Il ne peut pas laisser des Germains défier Rome impunément. Il donne l'ordre de départ. Les 3 légions se mettent en marche, accompagnées des auxiliaires, de la cavalerie et aussi d'un long convoi de civils. Car les légions ne voyagent jamais seules. Des marchands suivent l'armée pour vendre aux soldats. Des familles accompagnent leurs maris et pères. Des esclaves portent les bagages. Au total, la colonne s'étire sur 15 à 20 kilomètres. Arminius chevauche en tête avec ses auxiliaires chérusques. Il guide les Romains vers le lieu qu'il a choisi pour l'embuscade. Puis, à un moment donné, il s'éloigne avec ses hommes sous prétexte d'aller chercher des renforts, de rallier des alliés, de préparer le terrain. Les Romains le laissent partir sans se douter de rien. Ils continuent leur marche vers leur destin. La forêt de Teutobourg est un endroit sinistre. Les arbres immenses forment une voûte si dense que la lumière du jour peine à percer. Le sol est couvert de mousse, de racines, de troncs tombés qui rendent la progression difficile. Des marécages s'étendent entre les collines boisées. Le chemin que suit la colonne romaine est étroit, coincé entre une colline escarpée et un terrain marécageux. La légion ne peut pas se déployer en ordre de bataille. Les soldats avancent en longues files, séparés les uns des autres par les chariots, les civils, les animaux. Le temps se gâte. Des nuages noirs envahissent le ciel. Puis la pluie commence, une pluie violente, froide, qui transforme rapidement les chemins en boue. Le vent se lève, fait gémir les arbres, souffle en rafales glaciales. Les légionnaires marchent la tête baissée, protégeant leurs yeux de la pluie glissant dans la boue. Leur équipement devient de plus en plus lourd avec l'eau qui s'infiltre partout. La visibilité est presque nulle. C'est dans ces conditions épouvantables que les Germains attaquent. Ils surgissent de partout à la fois, hurlant leurs cris de guerre, se jetant sur les Romains avec une furie sauvage. Les guerriers germaniques connaissent parfaitement ce terrain. Ils ont passé des jours à préparer l'embuscade, à construire des murs de terre et de bois dissimulés dans la forêt, à choisir les meilleurs endroits pour frapper. Les légionnaires tentent de réagir, mais ils sont pris complètement au dépourvu. Normalement, ils combattent en formation serrée, leurs boucliers joints, formant un mur impénétrable, leurs javelots volant en salves coordonnées. Mais ici, dans cette forêt, sur ce chemin étroit, ils ne peuvent pas se déployer. Les unités sont éparpillées, séparées par des kilomètres. Chaque groupe doit se battre seul, sans soutien, sans ordre. Les Germains utilisent des tactiques de guérilla. Ils attaquent rapidement, tuent quelques Romains, puis disparaissent dans la forêt avant que les légionnaires ne puissent répliquer efficacement. Ils reviennent ailleurs, frappent un autre point de la colonne, s'évanouissent à nouveau. Les javelots romains sont presque inutiles dans cette forêt dense. Les légionnaires ne voient dans leurs ennemis que quelques secondes avant qu'ils ne disparaissent derrière les arbres. L'arrière-garde romaine souffre particulièrement. Les Germains la harcèlent, sans relâche, coupant les soldats les plus lents, massacrant les traînards, s'emparant des chariots. Leur but est d'empêcher toute retraite, de forcer l'armée romaine à avancer plus profondément dans le piège. Et cela fonctionne. Varus comprend qu'il ne peut pas faire demi-tour. Il doit continuer à avancer en espérant sortir de cette forêt maudite. Les officiers romains essaient de maintenir l'ordre. Les centurions, ces sous-officiers expérimentés qui forment l'épine dorsale de l'armée,
crient des ordres, regroupent leurs hommes, organisent des contre-attaques. Certaines unités réussissent à former des carrés défensifs, leurs boucliers tournés vers l'extérieur. Mais ces formations statiques sont des cibles faciles pour les guerriers germaniques qui les contournent, les isolent, les usent peu à peu. La pluie ne cesse pas. L'eau ruisselle sur les armures, pénètre dans les bottes, trempe les vêtements. Le froid s'installe. Les soldats commencent à grelotter. Leurs mains engourdies ont du mal à tenir fermement les armes. Les boucliers de bois gonflent avec l'humidité, deviennent encore plus lourds. Les cordes des arcs se détendent et deviennent inutilisables. Même les courroies de cuir qui maintiennent l'équipement se ramollissent et se brisent. Quand la nuit tombe, les Germains se retirent. Varus ordonne l'établissement d'un camp. Les légionnaires creusent des fossés avec leurs outils, élèvent des palissades avec le bois qu'ils trouvent. Mais ils sont épuisés, affamés, trempés. Beaucoup de leurs outils ont été perdus dans les attaques. Le camp qu'ils construisent est médiocre, mal fortifié, insuffisant pour repousser un assaut nocturne. Heureusement, les Germains n'attaquent pas pendant la nuit. Ils laissent les Romains se reposer un peu, sachant qu'ils les reprendront demain. Dans le camp, le moral s'effondre. Les soldats réalisent qu'ils sont pris au piège. Certains murmurent que leur commandant les a menés à la catastrophe. D'autres se demandent où est passé Arminius. Les plus perspicaces comprennent qu'ils ont été trahis. Varus lui-même doit affronter cette vérité terrible. L'homme qu'il considérait comme un ami a orchestré ce massacre. La nouvelle s'est répandue parmi les troupes qu'Arminius commande maintenant les Germains. Cette révélation ajoute au désespoir. À l'aube, les Romains reprennent leur marche. Ils n'ont pas le choix. Rester sur place signifierait mourir de faim. Ils doivent continuer à avancer en espérant atteindre un terrain plus favorable ou rejoindre un fort romain. Varus ordonne de brûler ou d'abandonner les chariots qui ralentissent la colonne. Les soldats blessés qui ne peuvent plus marcher sont laissés sur place avec quelques provisions, sachant qu'ils n'ont aucune chance de survie. C'est une décision cruelle, mais nécessaire. La colonne se remet en route dans le même cauchemar que la veille. La pluie continue, implacable. Le chemin est maintenant transformé en rivière de boue. Les hommes glissent, tombent, se relèvent avec difficulté. Certains s'enfoncent dans les marécages et doivent être tirés par leurs camarades. L'équipement pèse de plus en plus lourd. Des soldats commencent à jeter leurs affaires pour alléger leurs charges, d'abord les objets personnels, puis les outils, puis même parfois leurs armures. Les Germains reprennent leurs attaques avec la même tactique. Ils surgissent, frappent, disparaissent. Mais aujourd'hui, ils sont plus nombreux. D'autres tribus ont rejoint Arminius pendant la nuit, attirés par l'odeur du sang et l'espoir du butin. Les guerriers germaniques sont galvanisés par leur succès de la veille. Ils voient que les légions invincibles peuvent être vaincues. Ils combattent avec un acharnement redoublé. Les pertes romaines s'accumulent. Chaque attaque laisse des morts et des blessés. Les Germains ciblent particulièrement les officiers, reconnaissables à leurs casques ornés de plumes, à leurs armures plus élaborées. Un tribun tombe, tué par un javelot germanique. Un préfet de camp est abattu alors qu'il essaie de rallier ses hommes. Les centurions tombent les uns après les autres. Ces hommes courageux qui refusent de reculer, qui combattent en première ligne pour montrer l'exemple. La discipline commence à se fissurer. Des soldats paniqués abandonnent leur poste, courent dans la forêt pour échapper aux attaques. Ils sont immédiatement abattus. D'autres restent figés par la peur, incapables de réagir quand les Germains chargent. Les formations se désintègrent. Ce qui était hier encore une armée organisée devient une masse d'hommes terrifiés, essayant simplement de survivre. Certaines unités maintiennent pourtant leur cohésion. Des centurions expérimentés gardent leurs centuries ensemble, se battent avec un courage désespéré. Ils savent qu'ils vont probablement mourir, mais ils refusent de se rendre. Ce sont des soldats professionnels, fiers de leur légion, habitués à la discipline. Ils vendent chèrement leur vie, emportant de nombreux Germains avec eux dans la mort. L'après-midi, l'armée romaine atteint un endroit particulièrement mortel. C'est un passage étroit appelé Kalkriser Niederwedersenke, un col coincé entre une colline et un marécage. Les Germains ont construit là un mur de terre et de bois qui barre le passage. Derrière ce mur, des milliers de guerriers attendent, leurs lances et leurs haches prêtes. Quand les premiers Romains arrivent, ils sont accueillis par une pluie de projectiles. Des javelots,
des pierres, des flèches volent par milliers. Les légionnaires lèvent leurs boucliers pour se protéger, mais les projectiles sont trop nombreux. Des hommes tombent à chaque seconde. Certaines cohortes tentent d'assaut le mur germanique. Elles chargent courageusement, essaient d'escalader les fortifications. Quelques-unes réussissent à franchir le mur, mais de l'autre côté les attend une masse de guerriers germaniques qui les submergent immédiatement. Varus comprend que son armée est en train d'être anéantie. Il n'y a plus d'espoir de s'en sortir. Les légions sont coupées en plusieurs tronçons, chacun combattant isolément sans coordination. La cavalerie a déserté, fuyant à travers la forêt dans l'espoir de sauver sa peau. Certains cavaliers réussiront effectivement à atteindre le Rhin et à apporter la terrible nouvelle du désastre. Mais pour l'instant, Varus n'a plus de moyens de communication avec le reste de l'armée. Quand vient le soir, les survivants établissent un nouveau camp. Ils sont encore moins nombreux qu'hier. Les blessés gémissent dans l'obscurité. Il n'y a presque plus de nourriture. Les médecins de l'armée font ce qu'ils peuvent, mais leurs provisions médicales sont épuisées. Les hommes les moins gravement blessés sont abandonnés à leur sort, car il n'y a aucun moyen de les transporter. Cette nuit-là, Varus prend sa décision. Il ne laissera pas les Germains le capturer vivant. Il ne deviendra pas un trophée exhibé par ces barbares. Il se jette sur son épée, préférant une mort honorable à l'humiliation de la capture. Plusieurs de ses officiers supérieurs font de même. Ils se suicident, fidèles à la tradition militaire romaine qui veut qu'un commandant ne survive pas à la destruction de son armée. Les survivants se réveillent sans commandant. Le moral, déjà au plus bas, s'effondre complètement quand ils apprennent le suicide de Varus. Certains officiers tentent de prendre le commandement, d'organiser une dernière résistance. Mais il est trop tard. Les légions sont brisées, physiquement et moralement. Quelques milliers de Romains parviennent pourtant à se regrouper. Ils décident de faire une dernière tentative pour percer les lignes germaniques et atteindre le Rhin. Ils rassemblent leurs dernières forces, forment une colonne compacte et chargent. C'est un assaut désespéré de soldats qui savent qu'ils vont mourir mais refusent de se rendre. Arminius lâche alors toutes ses forces. Les Germains se jettent sur les Romains de tous côtés. C'est un combat au corps à corps, féroce, sans quartier. Les épées frappent, les haches fendent les crânes, les lances transpercent les corps. Les Romains se battent avec l'énergie du désespoir, mais ils sont débordés, submergés par le nombre. Des milliers d'hommes tombent en quelques heures. Le sol de la forêt devient un charnier, couvert de cadavres romains et germaniques. Le sang coule en rivière, se mêle à la boue et à la pluie. Les cris des mourants se mêlent au fracas des armes. C'est l'apocalypse. Certains légionnaires réussissent à percer et à s'enfuir dans la forêt. Ils courent, trébuchent, se cachent derrière les arbres. Quelques centaines parviennent à atteindre le camp fortifié d'Alisso, une forteresse romaine qui n'est pas très loin. Là, ils trouvent refuge et pourront plus tard rejoindre le Rhin. Ce seront les seuls survivants à raconter l'histoire du massacre. La majorité des Romains qui survivent au dernier assaut sont faits prisonniers. Les Germains les capturent par centaines. Leur sort sera terrible. Arminius et ses alliés n'ont aucune intention de les garder en vie ou de les échanger. Ils veulent envoyer un message à Rome, montrer ce qui arrive aux envahisseurs. Les prisonniers romains sont emmenés dans des clairières. Là, les Germains érigent des autels rudimentaires à leurs dieux. Ils vont offrir un sacrifice humain massif pour remercier les puissances divines de leur victoire. Les légionnaires sont attachés à des arbres ou à des poteaux en bois. Puis les prêtres germaniques les égorgent, les décapitent, les éventrent. Le sang coule abondamment, asperge les autels. Les officiers romains subissent un sort encore pire. Les Germains les torturent publiquement. Ils leur coupent les mains, les pieds, leur crèvent les yeux. Certains sont enterrés vivants, d'autres sont brûlés. Les Germains veulent humilier ces hommes qui les ont dominés pendant des années. Ils célèbrent leur victoire avec des festins où ils exhibent les têtes coupées des centurions et des tribuns. Le corps de Varus est retrouvé. Les Germains le décapitent. Arminius envoie la tête à Marobod, un roi germanique puissant qui règne sur les Marcomanns en Bohême. C'est une invitation à rejoindre la révolte contre Rome. Mais Marobod, prudent, refuse de s'engager. Il renvoie la tête de Varus à Auguste sans commentaire, ne voulant pas s'attirer les foudres de Rome.
Les aigles des 3 légions sont capturés. C'est le pire déshonneur qui puisse arriver à une légion romaine. L'aigle, Aquila en latin, est l'emblème sacré de chaque légion. Elle est portée par l'Aquilifère, un soldat d'élite choisi pour cet honneur. Les légionnaires jurent de protéger leur aigle jusqu'à la mort. Perdre l'aigle signifie que la légion est détruite, anéantie, rayée de l'histoire. Les 3 aigles des légions 17, 18 et 19 deviennent des trophées germaniques, exhibés dans leur village comme symbole de leur victoire. Quand la nouvelle du désastre arrive à Rome, c'est la stupeur. Auguste est dans son palais quand un messager essoufflé lui apporte la terrible information. 3 légions anéanties, plus de 20 000 hommes morts. Varus et ses principaux officiers suicidés. Les aigles perdus. C'est la pire défaite militaire que Rome ait subie depuis Cannes, il y a plus de 2 siècles, quand Hannibal avait écrasé 8 légions consulaires. L'empereur, âgé maintenant de 72 ans, est effondré. Les sources anciennes racontent qu'il erre la nuit dans son palais en criant « Quinctilius Varus, rends-moi mes légions !» Il se laisse pousser la barbe en signe de deuil. Il ne se coupe plus les cheveux pendant des mois. Il frappe sa tête contre les portes du palais dans sa douleur. Cet homme qui a bâti un empire, qui a pacifié le monde romain, voit son œuvre menacée par ce désastre. Auguste prend des mesures d'urgence. Il fait venir à Rome toutes les troupes disponibles. Il fait surveiller les Germains et les Gaulois présents dans la capitale, craignant qu'ils ne se soulèvent à leur tour. Il renforce les garnisons sur le Rhin. Il ordonne que des sentinelles soient postées partout dans Rome pour prévenir toute attaque surprise. Les 3 légions détruites ne seront jamais reconstituées. C'est une décision sans précédent. Normalement, quand une légion est anéantie, Rome enlève une nouvelle qui reprend le même numéro. Mais pas cette fois. Les numéros 17, 18 et 19 sont retirés pour toujours. C'est une marque de honte, un rappel permanent de cette défaite terrible. Auguste ramène le nombre total de légions de 28 à 25. Il ne le remontera jamais. L'empereur confie à Tibère la mission de rétablir la situation en Germanie. Le futur empereur part immédiatement avec des renforts. Il traverse le Rhin, mène des campagnes punitives contre les tribus germaniques, mais il est prudent, méthodique. Il refuse d'avancer trop profondément dans les forêts. Il consolide les positions romaines sur la rive gauche du Rhin, fortifie les camps, s'assure que les routes de ravitaillement sont sécurisées. En l'an 14, Auguste meurt. Tibère lui succède comme empereur. Il envoie son neveu Germanicus en Germanie avec une armée puissante. Germanicus est un général brillant, courageux, aimé de ses soldats. Il mène plusieurs expéditions au-delà du Rhin entre 14 et 16. Son objectif est de venger Varus et de récupérer les aigles perdus. En l'an 15, Germanicus atteint le champ de bataille de Teutobourg. 6 ans ont passé depuis le massacre. Tacite, l'historien romain, décrit la scène avec des mots terribles. Le sol est couvert d'ossements blanchis par le temps. Des crânes sont empilés contre les arbres, les restes d'armes et d'équipements rouillent dans la boue. Des fragments de palissades montrent où les Romains avaient essayé d'établir leur camp. Des autels barbares se dressent là où les prisonniers ont été sacrifiés. Les soldats de Germanicus, horrifiés et émus, rassemblent les ossements. Ils ne peuvent pas identifier les morts. Qui est cet officier? Qui est ce simple légionnaire? Les restes sont mélangés, éparpillés. Les soldats les rassemblent tous ensemble et construisent un grand tumulus. Germanicus préside une cérémonie funéraire. L'armée rend hommage aux morts, leur offre enfin une sépulture décente. Germanicus mène plusieurs batailles contre Arminius. Il affronte les Chérusques à Idistavisso en l'an 16. C'est une bataille rangée en terrain découvert, exactement le type de combat où les légions romaines excellent. Les Germains sont écrasés, subissent de lourdes pertes. Germanicus récupère l'une des aigles perdues. Une deuxième sera récupérée plus tard. La troisième ne sera jamais retrouvée. Mais Tibère ordonne à Germanicus de cesser les opérations en Germanie. L'empereur a compris que conquérir cette terre coûterait trop cher en vies et en ressources. La forêt est trop dense, les tribus trop nombreuses, le terrain trop difficile. Rome n'a pas les moyens de maintenir une présence permanente au-delà du Rhin. Tibère décide que le Rhin sera la frontière définitive entre le monde romain et la Germanie barbare. Arminius survit aux campagnes de Germanicus. Il continue à se battre pour l'indépendance germanique. Il tente de fédérer toutes les tribus en un royaume unifié.
mais les Germains retournent rapidement à leurs divisions habituelles. Les chefs de clan se jalousent, se disputent le pouvoir, refusent de reconnaître l'autorité d'Arminius. Son beau-père, Ségeste, reste fidèle à Rome. Il capture sa propre fille, Thusnelda, la femme d'Arminius, et la livre aux Romains. Germanicus l'emmène à Rome, où elle défile lors de son triomphe. Elle est exhibée comme une captive barbare devant la foule romaine. Thusnelda est enceinte à ce moment-là. Elle accouchera en captivité d'un fils qui grandira en esclavage. Arminius, privé de sa femme et de son fils, continue sa lutte. Mais il a des ennemis parmi son propre peuple. Certains chefs germaniques voient en lui un tyran potentiel. Ils ont chassé la domination romaine pour ne pas se soumettre à un roi germanique. En l'an 21, 12 ans après sa victoire à Teutobourg, Arminius est assassiné. Ce sont des membres de sa propre famille qui le tuent, des nobles chérusques qui craignent son ambition. Sa mort met fin au rêve d'une Germanie unie. Les tribus retournent à leur guerre fratricide. Les Romains n'ont plus besoin d'intervenir. Ils se contentent de garder la frontière du Rhin, commercent avec certaines tribus, jouent les unes contre les autres selon la vieille tactique du diviser pour régner. La Germanie reste libre mais divisée, indépendante mais faible. Le désastre de Teutobourg change profondément l'histoire romaine et européenne. Rome abandonne définitivement son projet de conquérir la Germanie jusqu'à l'Elbe. Le Rhin devient la frontière permanente entre le monde latin et le monde germanique. Cette division persistera pendant des siècles et influence encore aujourd'hui l'Europe occidentale. Si Rome avait conquis la Germanie, toute l'Europe centrale aurait été romanisée. L'allemand n'existerait pas. À sa place, on parlerait des langues romanes dérivées du latin, comme le français, l'italien ou l'espagnol. Les villes germaniques auraient été construites selon le modèle romain avec des forums, des thermes, des amphithéâtres. Le droit romain aurait été imposé. La culture latine se serait implantée. Mais cette romanisation n'a jamais eu lieu. La Germanie est restée barbare, préservant ses langues, ses coutumes, ses structures sociales. Quand l'Empire romain s'effondrera quelques siècles plus tard, ce sont les peuples germaniques qui envahiront les provinces romaines, qui créeront de nouveaux royaumes sur les ruines de Rome. Les Francs en Gaule, les Wisigoths en Espagne, les Vandales en Afrique du Nord, tous viennent de cette Germanie que Rome n'a jamais pu conquérir. Les historiens débattent encore aujourd'hui de l'importance réelle de cette bataille. Certains la considèrent comme un tournant majeur de l'histoire mondiale. Si Varus n'avait pas été vaincu, disent-ils, toute l'histoire européenne aurait été différente. D'autres sont plus sceptiques. Ils soulignent que Rome avait déjà des difficultés en Germanie avant Teutobourg. Tibère lui-même, avant de devenir empereur, avait mené des campagnes difficiles dans ses forêts. La conquête aurait peut-être échoué de toute façon. Ce qui est certain, c'est que Teutobourg a marqué les esprits romains d'une manière indélébile. Des décennies après les événements, les écrivains romains en parlaient encore avec horreur. Tacite, Velleius Paterculus, Dion Cassius, tous ont raconté cette bataille en détail. Pour les Romains, c'était l'exemple parfait de la perfidie barbare, de la trahison d'un allié, du danger de sous-estimer l'ennemi. La perte des 3 aigles était particulièrement douloureuse. Ces emblèmes sacrés représentaient l'honneur et la gloire des légions. Les récupérer est devenu une obsession. Quand Germanicus a retrouvé la première aigle, toute Rome a célébré. Des jeux ont été organisés, des sacrifices offerts aux dieux. La récupération de la 2e aigle a provoqué le même enthousiasme. La 3e, jamais retrouvée, est restée un rappel permanent de l'humiliation. Auguste n'a jamais vraiment surmonté ce choc. Dans les dernières années de sa vie, le vieux empereur restait souvent silencieux, perdu dans ses pensées. Lui qui avait réformé Rome, qui avait établi la paix après des décennies de guerre civile, qui avait étendu l'Empire jusqu'aux confins du monde connu, avait vu son œuvre ternie par ce désastre. Sur son lit de mort en l'an 14, il aurait encore murmuré le nom de Varus. Pendant des siècles, l'emplacement exact de la bataille est resté un mystère. Tacite mentionne la forêt de Teutobourg, située entre l'Ems et la Lippe. Mais cette région est vaste. Des dizaines de théories ont été proposées. Certains historiens plaçaient la bataille près d'Osnabrück, d'autres près de Detmold,
d'autres encore dans des lieux complètement différents. En 1987, un officier britannique à la retraite, Tony Clune, détecte des pièces de monnaie romaines près de Kalkriese, un village de Basse-Saxe en Allemagne. Il alerte les archéologues. Les fouilles commencent et révèlent des découvertes extraordinaires. Des milliers d'objets romains sont retrouvés. Pièces de monnaie, fragments d'armure, pointes de javelot, clous de sandales, boucles de ceinture, débris d'armes. Le site de Kalkriese correspond parfaitement aux descriptions des sources antiques. C'est un passage étroit entre une colline et un marécage, exactement comme le décrivent les textes. Les archéologues découvrent les restes du mur de terre et de bois construit par les Germains. Ils trouvent des concentrations d'ossements humains, les restes des Romains tombés là il y a 2000 ans. L'analyse des découvertes confirme une bataille intense. Les pièces de monnaie datent de l'époque d'Auguste. L'équipement correspond à celui des légions du début du 1er siècle. La disposition des objets montre le chaos du combat. Des armes brisées, des équipements abandonnés, des traces d'incendie. Les archéologues ont même trouvé des crânes portant des marques de coups violents, des ossements avec des pointes de flèches encore fichées dedans. Un musée a été construit sur le site. Il présente les objets découverts et raconte l'histoire de la bataille. Des panneaux expliquent les tactiques militaires, montrent comment les Germains ont piégé les Romains. Des reconstitutions grandeur nature illustrent le combat. Des sentiers traversent le champ de bataille, permettant aux visiteurs de marcher sur les traces des légions perdues. Ces découvertes archéologiques ont relancé l'intérêt pour la bataille de Teutobourg. Des livres, des documentaires, même une série télévisée ont été produits. Les historiens ont réévalué l'importance de cet événement. Le débat continue sur ses conséquences à long terme, mais personne ne conteste plus l'ampleur du désastre militaire. Teutobourg enseigne plusieurs leçons sur la guerre et la stratégie. La première est l'importance du terrain. Les légions romaines étaient invincibles en terrain découvert, où elles pouvaient se déployer en formation serrée, utiliser leur discipline supérieure, coordonner leurs mouvements. Mais dans la forêt de Teutobourg, tous ces avantages disparaissaient. Le terrain favorisait les Germains, qui le connaissaient parfaitement et savaient l'utiliser. La deuxième leçon concerne l'arrogance. Varus était trop confiant. Il croyait que la Germanie était pacifiée, que les tribus acceptaient la domination romaine. Il n'a pas pris les précautions élémentaires qu'un commandant prudent aurait dû prendre. Il n'a pas envoyé d'éclaireurs pour reconnaître le terrain. Il n'a pas dispersé son convoi pour le rendre moins vulnérable. Il n'a pas écouté les avertissements de ses gestes. Cette arrogance lui a coûté la vie et celle de ses légions. La troisième leçon est l'importance du renseignement. Arminius a réussi parce qu'il comprenait son ennemi. Il connaissait les tactiques romaines, savait comment les légions réagissaient aux dangers, comprenait leur psychologie militaire. Il a utilisé cette connaissance pour créer un piège parfait. Varus, en revanche, ne comprenait rien aux Germains. Il les voyait comme des barbares primitifs, faciles à manipuler et à dominer. La quatrième leçon concerne la loyauté. Rome comptait sur des alliés locaux pour gouverner ses provinces conquises. Cette politique fonctionnait généralement bien. Mais elle reposait sur la confiance. Quand cette confiance était mal placée, comme avec Arminius, les conséquences pouvaient être catastrophiques. Rome a appris à se méfier davantage de ses auxiliaires après Teutobourg. Pour Rome, cette bataille a marqué la fin de l'expansion impériale en Europe. Après Auguste et Tibère, les empereurs suivants se sont concentrés sur la consolidation des frontières existantes plutôt que sur de nouvelles conquêtes. L'idée qu'il existait des limites à la puissance romaine, que certains peuples ne pouvaient pas être conquis facilement, s'est imposée dans la mentalité impériale. Les légions romaines ont aussi tiré des leçons tactiques. Elles ont amélioré leur méthode de reconnaissance, envoyé plus d'éclaireurs, appris à combattre en terrain difficile. Les commandants sont devenus plus prudents, évitant les pièges comme celui de Teutobourg. Rome ne pouvait pas se permettre de perdre encore 3 légions d'un coup. L'armée impériale comptait seulement 25 à 28 légions. En perdre 3 représentait plus de 10% de la force militaire totale. Au fil des siècles, la bataille de Teutobourg est devenue un mythe, un symbole différent selon les peuples. Pour les Romains, c'était l'exemple de la trahison barbare et de l'hubris punie. Les historiens romains présentaient Varus comme un homme honnête mais naïf, trahi par un barbare ingrat.
Arminius était dépeint comme un traître qui avait mordu la main qu'il avait nourri, éduqué, élevé. Au Moyen Âge, l'histoire a été largement oubliée. Les chroniqueurs médiévaux connaissaient vaguement cette bataille, mais ne lui accordèrent pas d'importance particulière. La Germanie était maintenant christianisée, intégrée dans l'Empire carolingien, puis dans le Saint-Empire romain germanique. Les anciennes divisions entre Romains et Germains n'avaient plus de sens. C'est à la Renaissance que Teutobourg est redécouverte. Les humanistes lisent Tacite et les autres historiens romains. Ils s'intéressent à cette bataille, où des Germains ont vaincu Rome. Certains érudits germaniques commencent à voir Arminius comme un héros national, le premier champion de la liberté germanique contre l'oppression étrangère. Au XIXe siècle, le nationalisme allemand s'empare d'Arminius, rebaptisé Hermann. Il devient un symbole de l'unité allemande, du courage germanique, de la résistance à l'envahisseur. En 1875, un monument gigantesque est érigé près de Detmold, le Hermannsdenkmal. Cette statue de cuivre de 26 mètres représente Arminius brandissant son épée vers l'ouest, vers la France, l'ennemi héréditaire de l'Allemagne. Le monument devient un lieu de pèlerinage patriotique. Au XXe siècle, les nazis récupèrent aussi cette figure. Ils voient en Arminius l'ancêtre de leur prétendue race supérieure, celui qui a préservé la pureté germanique en repoussant les Romains. Cette exploitation idéologique a laissé des traces. Après 1945, parler d'Arminius en Allemagne est devenu délicat, chargé de connotations nationalistes gênantes. Aujourd'hui, les historiens ont une vision plus nuancée. Ils reconnaissent le talent tactique d'Arminius, sa capacité à fédérer les tribus, son intelligence stratégique. Mais ils soulignent aussi les limites de sa victoire. Il n'a pas réussi à créer un royaume germanique durable. Sa mort violente montre les divisions qui minaient la société germanique. Sa victoire a permis à la Germanie de rester libre, mais pas de devenir forte. Pour Rome, Teutobourg a été un traumatisme, mais pas une catastrophe mortelle. L'Empire a survécu encore 4 siècles en Occident, 15 siècles en Orient. Les légions ont continué à conquérir la Britannia, la Dacie, l'Arabie, la Mésopotamie. Rome a perdu des batailles, parfois même des provinces, mais elle a toujours su se relever. Teutobourg n'a pas détruit Rome. La défaite a simplement fixé une limite à l'expansion romaine en Europe. 3 jours de bataille, 3 légions anéanties, environ 20 000 soldats morts ou faits prisonniers, 3 aigles perdus, un général qui se suicide, des officiers massacrés, des prisonniers sacrifiés aux dieux germaniques, une forêt transformée en charnier. Voilà le bilan terrible de la bataille de Teutobourg. Ce massacre reste l'une des plus grandes défaites militaires de l'histoire romaine. Seuls quelques autres peuvent être comparés. Cannes, où Hannibal a tué 50 000 à 70 000 Romains en une journée, Carès, où les Parthes ont détruit 7 légions de Crassus, Andrinople, où les Goths ont écrasé l'armée de Valent. Mais Teutobourg a quelque chose de particulier. Ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est une trahison, un piège parfait, l'anéantissement de 3 légions complètes qui ont simplement disparu dans la forêt. Les sources romaines insistent sur cette image. Les légions ont été avalées par la forêt. Elles sont entrées dans les bois et n'en sont jamais ressorties. Cette image est puissante car elle évoque l'idée d'un monstre dévorant ses victimes. La forêt de Teutobourg devient dans l'imaginaire romain un lieu maudit, hanté par les fantômes des légionnaires morts. Pendant des années après la bataille, les Romains qui servaient sur le Rhin racontaient des histoires terrifiantes. On disait que la nuit, on pouvait entendre les cris des légionnaires torturés. Des fantômes en armure apparaissaient dans la brume. Les aigles perdus hantaient les rêves des soldats. Ces légendes exprimaient le traumatisme collectif de l'armée romaine. 6 ans après la bataille, quand Germanicus a visité le champ de bataille, ses soldats ont été profondément émus. Tacite raconte que les légionnaires pleuraient en voyant les ossements de leurs camarades. Certains reconnaissaient des équipements de leur ancienne légion. Tous réalisaient qu'ils auraient pu être à la place de ces morts. La cérémonie funéraire organisée par Germanicus était autant pour honorer les morts que pour conjurer la peur des vivants. Les découvertes archéologiques modernes confirment l'horreur de cette bataille. Les ossements retrouvés montrent des traces de violence extrême, des crânes fracassés, des côtes brisées, des marques de coups d'épée et de hache.
Certains corps ont été mutilés après la mort. Les Germains ont frappé leurs ennemis tombés, défiguré les cadavres, arraché l'équipement pour le garder comme trophée. Parmi les milliers d'objets découverts à Chalcrise, certains sont particulièrement poignants. Des pièces de monnaie que les soldats gardaient dans leurs bourses. Des amulettes porte-bonheur qui ne les ont pas protégés. Des dés à jouer avec lesquels ils passaient le temps au camp. Des ustensiles de cuisine pour préparer leurs repas. Ces objets ordinaires rendent la tragédie plus humaine, plus réelle. Ce n'étaient pas seulement des légionnaires, des machines de guerre. C'étaient des hommes avec des vies, des familles, des espoirs. Beaucoup avaient des femmes et des enfants dans les camps sur le Rhin. Quand la nouvelle du désastre est arrivée, des centaines de familles ont appris que leurs maris, pères, fils ne reviendraient jamais. Rome a dû organiser des secours pour ces veuves et orphelins. Certaines femmes ont attendu des années, espérant que leur mari avait survécu, qu'il réapparaîtrait un jour. Mais presque personne n'est revenu. Les quelques survivants qui ont réussi à atteindre le camp d'Aliso ont raconté des histoires horrifiantes. Ils décrivaient les attaques constantes, la pluie incessante, la boue, la faim, l'épuisement. Ils parlèrent de camarades tombés à côté d'eux, d'officiers tués sous leurs yeux, de l'effondrement progressif de toute organisation. Leurs témoignages ont circulé dans l'armée, traumatisant des générations de soldats. Ces récits ont aussi influencé la stratégie militaire romaine. Les manuels tactiques ont été mis à jour pour inclure des leçons de Teutobourg. Les commandants étaient formés à éviter les terrains défavorables, à maintenir la cohésion des colonnes, à envoyer des éclaireurs, à se méfier des guides locaux. Teutobourg est devenu un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Le 9 septembre de l'an 9 après Jésus-Christ, quelque part dans les forêts de Germanie, l'invincibilité romaine a pris fin. 3 légions sont entrées dans la forêt de Teutobourg avec leurs aigles déployés, leurs centurions criant des ordres, leurs soldats marchant en formation disciplinée. 3 jours plus tard, elles n'existaient plus. 20 000 hommes étaient des morts ou captifs. Leurs armes gisaient dans la boue. Leurs aigles avaient été capturés. Leur commandant s'était suicidé. Arminius avait réussi l'impossible. Avec ses guerriers germaniques, il avait détruit la meilleure armée du monde antique. Il avait prouvé que Rome pouvait être vaincue, que les légions n'étaient pas invincibles, que les barbares pouvaient triompher de la civilisation. Sa victoire a changé l'histoire européenne, fixé la frontière entre le monde latin et le monde germanique, préservé l'indépendance des peuples germaniques. Mais sa victoire était aussi sa limite. Il n'a pas pu unifier la Germanie, créer un État fort capable de rivaliser avec Rome. Les tribus germaniques sont retournées à leur division après quelques années. Arminius lui-même a été assassiné par les siens. La Germanie est restée libre mais faible, indépendante mais chaotique. Rome a survécu. L'Empire a continué à prospérer pendant des siècles. Les légions ont remporté d'autres victoires. Mais quelque chose avait changé. L'optimisme illimité du règne d'Auguste avait disparu. Les Romains avaient appris qu'il existait des limites à leur pouvoir, des peuples qu'ils ne pouvaient pas conquérir, des terres où leurs aigles ne voleraient jamais. Dans la forêt de Teutobourg, aujourd'hui calme et paisible, les visiteurs peuvent marcher sur les traces de cette bataille. Le musée de Chalcrise expose les objets retrouvés. Des panneaux expliquent le déroulement du combat. Mais rien ne peut vraiment recréer l'horreur de ces 3 jours. L'odeur du sang et de la mort, les cris des blessés, le fracas des armes, la peur dans les yeux des légionnaires qui réalisaient qu'ils allaient mourir loin de Rome. 2000 ans ont passé. La forêt a repris ses droits, les ossements ont été enterrés, les armes ont rouillé et disparu. Mais la mémoire demeure. La bataille de Teutobourg reste gravée dans l'histoire comme le jour où Rome a appris qu'elle n'était pas invincible, le jour où 3 légions ont été avalées par la forêt et n'en sont jamais revenues.